Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la Champions League 2021-2022 approche à grands pas. C'est pourquoi je voulais d'abord commencer par un bilan de la dernière édition de cette Ligue des Champions, donc en 2020-2021. On va décomposer cette vidéo en plusieurs parties. On va d'abord parler rapidement des grands absents, puis de la phase de groupe, de la phase élimination directe, et enfin on va tirer un bilan sur les clubs en particulier. Donc après avoir relevé les matchs, on va parler des clubs qui ont créé la surprise et des clubs qui ont déçu avant de terminer par le parcours du champion. Donc on va un peu s'attarder sur Chelsea en fin de vidéo et ce que ce titre représente pour le club. Donc cette saison de Ligue des Champions est marquée par la qualification de clubs novices à ce stade de la compétition, à savoir Midtjylland, Krasnodar, Rennes et Istanbul Başakşehir, ainsi que Ferencváros. Donc pourquoi ce casting un peu particulier? Tout simplement parce que les phases de qualification se sont déroulées à cause de la pandémie en un seul match, en match sec, sauf les barrages. Donc les premiers, deuxième et troisième tours de qualification se sont déroulés sur un match. Ce qui a donc laissé place à des surprises, notamment l'élimination de Benfica. Donc Benfica qui était présent depuis la saison 2010-2011, qui avait notamment fait un quart de finale en 2012, ils avaient perdu face à Chelsea, enfin bref, aussi un quart de finale en 2016. Donc Benfica qui ne participe pas à la Ligue des Champions, c'était un petit événement. Ils ont été reversés en phase de groupe de l'Europa League, ils ont absolument rien fait dans la compétition. Dommage, il y avait vraiment moyen d'aller la chercher car elle était de faible niveau cette année-là. Et donc nous avons aussi l'absence de Tottenham qui eux étaient présents depuis la saison 2016-2017. Bon, ils se sont tout simplement pas qualifiés à cause du championnat, ils n'ont pas terminé dans le top 4 de Première Ligue. Mais donc voilà, une petite absence de marque, surtout que le club était finaliste en 2018-2019. Enfin, le troisième absent de marque, je trouve, pour cette édition, c'était le Napoli. Napoli qui était, comme Tottenham, présent depuis 2016-2017, qui avait subi 2 éliminations en phase de groupe et 2 éliminations en huitième de finale. C'est un club de Serie A assez solide qui luttait même pour le titre, je crois, soit en 2017, soit en 2018. Donc ils ont loupé la qualification pour la Champions League, ils sont aussi qualifiés en Europa League et à l'instar de Benfica, à l'instar de Tottenham, ces trois clubs se sont complètement plantés en C3 avec des éliminations en 16e ou en huitième de finale. Donc maintenant, parlons rapidement de la phase de groupe. Alors la phase de groupe, il y a certains groupes qui ont été complètement intéressants et d'autres qui ont franchement été cool. Donc par exemple, le groupe du Bayern, enfin le groupe A, Bayern, Atletico, Red Bull Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Malheureusement, il n'y a pas eu de surprise. L'ordre des chapeaux a été respecté. Mais en fait, Salzbourg, comme en 2019-2020, a été éliminé à la dernière journée. Donc ils avaient encore la possibilité de se qualifier à la J6. Donc ils ont été éliminés par l'Atlético Madrid qui avait gagné 2-0. Exactement le même scénario que l'année dernière où Liverpool avait gagné 2-0 là-bas aussi à Salzbourg. Et donc Salzbourg qui a été reversé en Europa League. Et exactement comme l'année dernière, ils se sont fait éliminer en 16e de finale. Ensuite, on a, donc je vais pas faire dans l'ordre, on a le groupe C qui là aussi ne relevait pas d'un grand intérêt. À part le retour de l'Olympique de Marseille qui était assez marquant, on a clairement eu les deux favoris qui sont qualifiés aisément. Donc Manchester City qui a fait un 16 points et l'UFC Porto, on voit que l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille sont quand même pris pas mal de 3-0. Donc là aussi un groupe pas foufou. Le groupe E aussi, pareil. Alors le groupe E, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait Rennes et Krasnodar, donc deux des novices. Le problème, c'est que là encore, il y avait une trop grande différence de niveau entre Chelsea et Séville et Rennes et Krasnodar, ce qui a fait que les deux premiers sont qualifiés dès la J5 ou la J4. À noter que Krasnodar a quand même fait un 5 points. Ils ont tenu tête à Chelsea et ont battu Rennes, donc c'était plutôt une performance intéressante pour les Russes. Le groupe G aussi, là encore, on voyait rien qu'avec le tirage que ça allait se dérouler comme on le prétendait, donc avec la Juventus et le FC Barcelone qui sont qualifiés sans aucun problème. Néanmoins, ce qui était marrant, c'était la dernière journée avec la victoire 3-0 de la Juve sur le terrain du Barça et un superbe but de Weston McKennie. Et surtout au match aller où le Barça avait gagné 2-0 sur le terrain de la Juve, il y avait eu un triplé hors jeu de Morata. Bon voilà, c'est assez particulier. Mais bon, il y avait Ferencváros qui a quand même produit du beau jeu, qui a embêté quand même la Juventus et le Barça à certains moments. Mais heureusement qu'il a fini dernier. Le groupe D, avec Liverpool, Atalanta, l'Ajax et Midtjylland. Les Danois qui ont fait un début mais catastrophique avec des victoires 4-0 et tout. Mais qui au final ont réussi à avoir 2 points, voilà, à tenir tête à Liverpool et à l'Atalanta. Donc c'est bien, ou à l'Ajax, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour Midtjylland, c'est une campagne quand même à retenir. Et puis l'Atalanta qui s'est qualifié à la dernière journée en gagnant l'Ajax. Donc ça aussi c'est intéressant, mais qui s'était pris une manita face à Liverpool.
des résultats assez surprenants dans ce groupe. Le groupe F qui aurait pu être le témoin d'une énorme surprise. Le club de Bruges qui a failli se qualifier en huitième de finale, mais ça aurait été incroyable de voir les Belges à ce stade de la compétition. Mais bon, c'est la Lazio qui au final a réussi à avoir le billet pour la phase d'élimination directe, parce que le club Bruges devait battre les Romains. Malheureusement, il y a eu 2 partout avec une barre dans les dernières minutes pour les Belges. C'est dommage, mais Dortmund qui a globalement dominé ce groupe, et le Zénith qui est encore une fois déçu. Il nous reste 2 groupes. Le groupe donc H, PSG, Leipzig, Manchester United, Istanbul, Başakşehir. Donc Istanbul Başakşehir qui a terminé bon dernier, mais qui a marqué entre guillemets l'histoire avec le match contre le racisme, on s'en souvient, qui a été arrêté, reporté au lendemain avec la victoire 5-1 du PSG. Donc un groupe assez historique, d'un point de vue aussi où Leipzig a marqué une grande page de son histoire européenne en battant Manchester United à la dernière journée 3-2, même si les Mancuniens avaient gagné 5-0 face à Leipzig au match aller. Parce qu'en fait, Manchester United a perdu face à Başakşehir. C'est la seule équipe qui a perdu face au Stambouliotes. Et donc, Manchester United a été éliminé en phase de groupe. Alors oui, c'est surprenant dans l'idée où ils étaient quand même favoris par rapport à Leipzig. Mais bon, en soi, Manchester United est souvent éliminé en phase de groupe. En 2016, ils étaient éliminés en phase de groupe. En 2012, ils étaient aussi éliminés en poule. Donc voilà, en fait, Manchester United est souvent éliminé à ce stade de la compétition. Et enfin, le groupe B, mais un régal. Ce n'est jamais arrivé un groupe comme ça. Les résultats étaient tous surprenants. Donc je rappelle Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Inter Milan. Comment résumer ce groupe? En fait, à la J6, toutes les équipes pouvaient terminer à la première ou à la dernière place. Mais comment est-ce possible en fait? On se rend compte, le Borussia Mönchengladbach qui a tapé le Shakhtar 6-0 et 4-0. On se dit que bon, ils se qualifient tranquillement. En fait, ils n'arrivent pas à battre ni le Real Madrid ni l'Inter Milan. Donc ils font match nul et défaite face aux deux. Au final, le Real Madrid qui réussit à battre quand même l'un des adversaires le plus fort du groupe, l'Inter Milan, mais qui perd ses 2 matchs face au Shakhtar. Et le Shakhtar qui tient tête à Milan 0-0, qui bat le Real Madrid. L'Inter, qu'on pensait favori, qui finit au final dernier parce qu'ils n'arrivent pas à battre le Shakhtar Donetsk, mais c'était incroyable. Au final, c'est le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach dans un finish assez fou qui se sont qualifiés. Le Shakhtar était renversé en Europa League, là, bon, il n'a rien fait non plus. Et l'Inter Milan, qui donc a été fini dernier, mais fini champion d'Italie aussi. Donc c'était un groupe mais complètement dingue. J'espère qu'on aura ça encore cette année. Et je pense on peut clairement le mettre dans l'un des meilleurs groupes qu'il n'ait jamais eu. Donc depuis, pardon, excusez-moi, ça a coupé. Donc depuis la saison 2003-2004 et l'instauration de cette phase de poule à 32 équipes. Donc le petit top 5 des matchs de cette phase de poule. Donc il y en a 2 dans le groupe H et 1 dans le groupe F. Donc c'est la 5e position pour moi. C'est le match 2-2 entre la Lazio et le club de Bruges. Donc la qualification des Laziale en 8e de finale. La victoire en 4e place, la victoire 3-2 du Real Madrid face à l'Inter Milan. Le Real qui menait 2-0 et l'Inter qui est venu à 2 partout avant que Benzema donne le but de la victoire aux Madrilènes. Aussi la victoire du FC Séville 3-2 face à Krasnodar qui était mené 2-0, le FC Séville qui revient à 3-2 à 10 contre 11. Et puis je vais mettre la victoire donc de du RB Leipzig face à Manchester United 3-2. J'ai beaucoup aimé ce match parce que RBL menait 3-0, United revient à 3-2, on se dit que peut-être et tout, et finalement les Mancuniens sont éliminés en phase de groupe. Et puis Başakşehir qui perd 4-3 face à Leipzig avec un triplé d'un joueur turc. Enfin c'était assez incroyable. Et Leipzig qui menait 3-1, qui sont remontés 3-3, qui marque le but du 4-3. Enfin bref, c'était un super match. Et maintenant, parlons des 8e de finale. Alors, rapidement sur ces 8e de finale, ils ont été, à mon sens, inintéressants, dénués de suspense et de spectacle. Je n'ai vraiment pas aimé. Pourtant, d'habitude, les 8e de finale, c'est toujours un tour, mais ultra palpitant. Parce qu'on a plein de matchs en même temps. On en a 2 par soirée, et ce, 4 fois. Sur 2 semaines différentes, donc d'habitude c'est vraiment super bien, mais là c'était vraiment des mauvais 8e de finale parce que tout simplement la tête de série numéro 1 était largement favorite et tous les premiers de groupe sont passés sauf un dont on va parler bien évidemment. Et donc les 2e de groupe n'ont pas réellement existé dans ces 8e de finale, ce pourquoi j'ai été réellement déçu.
Donc, on va se faire un petit top 5 de mes matchs préférés, et non pas de mes doubles confrontations, mais de mes matchs préférés de ces huitièmes de finale. Donc, en 5e position, le Lazio 1-4 Bayern Munich. Ce match était déjà assez spectaculaire. Le Bayern menait 4-0, et en fait, je trouve symbolique dans le sens où il prouvait que le Bayern, en tant que tenant du titre, n'était vraiment pas là pour rigoler. Et c'est la Lazio, malheureusement, qui en a fait les frais. Ensuite, un match retour, puisque le Lazio Bayern c'est un match aller. Un match retour, c'est le match retour entre Séville et Dortmund. Donc Dortmund 2-2 FC Séville. C'était en fait spectaculaire parce qu'il y avait plus de suspense que ce que l'on pourrait croire. Séville a loupé énormément d'occasions, a surdominé ce match et en fait ils ont égalisé dans les dernières minutes. Surtout on a aussi le penalty loupé de Erling Haaland avec Bono, le goal de Séville qui le chambre, et après le penalty est retiré, donc Haaland rechambre Bono avec tous les joueurs de Séville qui courent à Haaland, c'est vraiment très drôle. Mais pour moi, ce match ne vaut pas le match Séville 2-3 Dortmund, donc le match aller de cette double confrontation que je mets à la 3e place, simplement parce que c'était vraiment spectaculaire. On a eu des beaux buts, un super but de Mahmoud Daoud, le joueur de Dortmund, encore un but d'Erling Haaland et un but super précoce du FC Séville qui a réduit la marque à 3-2 en fin de match, et qui s'est présagé donc un super match retour, et c'est ce qui a eu lieu. Donc la double confrontation entre Séville et Dortmund, c'est le favori qui est passé, mais elle a quand même été assez accrochée. À la 2e place, je mets le match Juventus 3-2 FC Porto parce que c'était tout simplement la grosse sensation de ces huitièmes de finale, la plus grande surprise en soi, l'élimination de la Juventus de Cristiano Ronaldo par le FC Porto. On sait plutôt outsider dans cette compétition, mais qui avait été l'auteur d'une superbe phase de groupe. Donc surtout le FC Porto, donc ça allait en prolongation, et c'est le FC Porto qui a marqué le but du 2 partout parce qu'il y a eu 2-1 au match aller. Le but du 2 partout sur une erreur de Chesney, un coup franc incroyable de Sergio Oliveira, Rabiot pour mettre le but du 3-2, mais ça n'a pas suffi, et la Juventus qui choque encore une fois en huitième de finale. Et donc à la première place, je pense comme beaucoup de gens, Barcelone 1-4 Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que c'était quand même une surprise. Non pas que le PSG s'impose, mais que le PSG écrase le Barça. C'est le meilleur match de Kylian Mbappé en Coupe d'Europe. Et surtout, c'était encore une humiliation pour le FC Barcelone. J'avais fait ma vidéo preview des phases de groupe de 2020-2021. J'avais dit que le Barça ne devait pas encore se faire éliminer sur une déflagration. Au final, ça a été le cas. Même si au match retour, il y a eu match nul, donc 1-1, le Barça ne gagne pas au PSG et donc est éliminé sans trop de difficulté. Et surtout, je sais pas, c'était vraiment tellement épique là, ce 4-1, l'ouverture du score du FC Barcelone, mais c'est incroyable. Et le FC Barcelone qui a été éliminé en huitième de finale pour la première fois depuis la saison 2006-2007. À noter aussi dans ces huitièmes de finale les éliminations de l'Atlético Madrid, de l'Atalanta Bergame, du Rasenballsport Leipzig ou encore du Borussia Mönchengladbach. Donc voilà, pas des très grands noms, pas des favoris de la compétition, mais ça a laissé présager donc de sympathiques quarts de finale sur lesquels nous allons revenir. Et donc pour les quarts de finale, deux confrontations réellement épiques entre le PSG et tenant du titre bavarois et entre Liverpool et le Real Madrid, et deux confrontations avec un favori face à un outsider, le FC Porto face à Chelsea et Manchester City face à Dortmund. Et je dois dire que je n'ai pas spécialement apprécié ces quarts de finale. Bon, je suis un peu mauvaise langue, à part un qui était absolument épique, dont nous allons revenir. Mais bon, en fait, les trois autres, soit le match aller, soit le match retour étaient chiants, ou même les deux, dans un des cas. Mais ça reste quand même des gros affrontements avec un niveau de football assez élevé, il faut l'avouer. Donc, mon top 3, là on va pas faire un top 5 vu qu'il n'y a eu que 8 matchs, mais un top 3, et moi ça le mérite d'être simple et efficace. En troisième position, je mets le match Borussia Dortmund 1-2 Manchester City, la qualification des Citizens. Au match aller, Dortmund a vraiment tenu tête à Manchester City, donc il y a une victoire étriquée 2-1 de Manchester City grâce à Phil Foden dans les derniers instants. Donc le match retour laissait présager beaucoup de suspense, et c'est ce qu'il y a eu, puisqu'il y a eu l'ouverture du score à Dortmund avant que City n'égalise, ne réduise à néant tous les espoirs de Dortmund. Donc le match Dortmund 1-2 Manchester City, je l'ai trouvé plutôt intéressant et assez satisfaisant quand même. En seconde place, la victoire du Real Madrid face donc à Liverpool, 3-1. C'était le match aller de cette double confrontation. Donc Liverpool complètement décimé par les blessures et symbole d'une saison très poussive pour les Reds qui au final ont tenu tête face au Real Madrid de match retour 0-0. Mais en tout cas le match Real 3-1 Liverpool était plutôt sympathique.
Mais bon, le meilleur de ces 8 matchs qui composent les quarts de finale était bien évidemment FC Bayern 2-3 Paris Saint-Germain. Tout était épique dans ce match aller, sûrement l'un des meilleurs matchs allés de l'histoire et je pèse mes mots parce que déjà il y avait cette neige absolument dantesque qui a duré au moins une bonne mi-temps. Nous avons l'ouverture du score précoce, le 2-0 incroyable, un but hors jeu, le Bayern qui remonte à 2 partout, le fait que ce soit surtout un remake de la finale de l'an passé et un match encore une fois XXL de Kylian Mbappé. Et bon, on le saura à l'issue du match retour, mais le PSG éliminera le tenant du titre bavarois comme enfin tout un symbole. Et donc vraiment, malgré l'absence de Lewandowski, le PSG a fait un match de bonhomme et surtout a été bien meilleur au match retour qu'au match aller paradoxalement. Mais donc le Bayern Munich 2-3 Paris Saint-Germain est vraiment un des meilleurs matchs, ouais, dans le top 20 des matchs de ces dernières années en Ligue des Champions, au moins de ces 5 dernières années. Un très 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 bon match. À noter rapidement que le meilleur but de l'UEFA cette année a été marqué lors du match retour entre le FC Porto et Chelsea. Chelsea qui a donc perdu son invincibilité en Champions League face au FC Porto. Ils ont gagné le match aller 2-0. À Porto entre guillemets, puisque c'était sur terrain neutre, et Porto a gagné le match retour 1-0 dans les derniers instants grâce à Mehdi Taremi, mais donc il y a eu 2-1 sur la double confrontation pour Chelsea. Au niveau des demi-finales, on a donc Real Madrid, Chelsea et Paris Saint-Germain, Manchester City. Deux très belles affiches entre, oui, 4 des meilleures équipes d'Europe, on peut le dire. Pas d'intrus dans ce carré final. Et donc, au niveau des demi-finales, ouais, c'était quand même des doubles confrontations assez intéressantes avec pas mal de suspense et un beau niveau. Donc, j'ai bien aimé ces demi-finales, elles m'ont pas déçu. Celle de 2019-2020 était dégueulasse. Celle de 2018-2019 était incroyable. Mais celle donc de 2020-2021 était bonne. Et donc, mon match préféré de ces demi-finales, j'hésite vraiment, j'ai réellement hésité, mais je ne peux mettre que le match aller entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, donc PSG 1-2 Manchester City. J'ai beaucoup aimé le match retour entre Chelsea et le Real et la victoire 2-0 des Blues, mais je pense que le match entre Citizens et Parisiens était assez épique quand même, parce que l'ouverture du score du PSG et 2 buts complètement chanceux de City qu'on n'a jamais vu dans une telle difficulté en une mi-temps, tout ça accouplé bien évidemment à de la neige, fortement sympathique, un terrain neigeux, ça rendait la rencontre magnifique. Donc madrilène et parisien s'arrêtent là en Ligue des Champions. On a donc une finale anglo-anglaise, Manchester City-Chelsea. Pour ce qui est de la finale, donc victoire de Chelsea 1-0, on peut pas faire vraiment de top. Évidemment, but de Kai Havertz. Et homme du match, N'Golo Kanté. Ouais, pas une finale mémorable, on est d'accord. Encore une finale, une finale classique, 1-0 et tout, mais j'ai pas aimé cette finale. Non, j'ai pas aimé. Bon, déjà parce que j'avais un parti pris, mais surtout, Chelsea a bien défendu, il faut l'avouer. Mais nous n'avons pas là une finale légendaire, nous n'avons pas Liverpool, Milan AC ou Atlético Madrid, Real Madrid 2014. Donc, pour conclure cette vidéo, nous allons rapidement parler donc du vainqueur Chelsea. Puis, je vais faire mon top 5 et mon flop 5 des équipes de cette Ligue des Champions. Puis, je vais révéler quelle a été la meilleure double confrontation pour le bilan global, mon avis global sur cette édition de la Champions League. Donc, pour ce qui est de Chelsea, c'est leur second titre dans la compétition. Seulement 9 ans après celui de 2012, l'incroyable épopée qui avait été le titre de 2012. Que penser de ce triomphe ? Je pense que Chelsea a eu un parcours non pas facile, pas du tout, solide, robuste, mais sans émotion. C'est la grosse différence avec 2012. 2012, où Chelsea fait une remontada, je rappelle, face au Napoli, où ils éliminent Benfica, un peu à l'instar de Porto, sans trop de difficultés, mais tout de même qu'à un but d'écart, 2 buts. Et puis en demi-finale, Chelsea en 2012 avait éliminé le FC Barcelone à la maison, au Camp Nou, après avoir été mené 2-0. C'était assez incroyable, ils étaient remontés à 2 partout, donc une qualification. Et une finale complètement dantesque face au Bayern Munich. Ils avaient battu le Bayern à l'Allianz Arena. Bref, je pense que vous connaissez l'histoire. Là, le parcours de Chelsea, ils sortent d'un groupe qu'ils ont dominé. Voilà, encore une fois, c'était la même chose. Une courte victoire. Après, ça confirme à domicile. Au match retour, franchement, rien de bien palpitant. Rien qui fait réellement vibrer. Cependant, ce Chelsea-là mérite son titre.
ils ont été l'équipe la plus solide de cette Ligue des Champions. Peut-être pas la plus forte sur l'ensemble de la saison, mais ils ont su ils ont su surtout bien défendre, hein, surtout après l'arrivée de Thomas Tuchel, doit-on le rappeler. Ça, c'est par contre le gros point commun avec le titre de 2012, c'est le changement d'entraîneur à la mi-saison. Donc en tout cas, Chelsea, champion d'Europe, 2 ans après avoir gagné l'Europa League, ils s'adjugent la deuxième Ligue des Champions de leur histoire. Donc si je devais mettre une note à l'équipe de Chelsea, enfin voilà, aux vainqueurs de cette Ligue des Champions, je leur mettrais quand même 15 sur 20 au niveau de leur force. Par contre, au niveau du parcours, de l'émotion, tout ça, je leur mets 12 sur 20. Par exemple, Liverpool de 2019, je leur ai mis 16 sur 20. Donc maintenant, enchaînons sur le flop 5 de cette saison de Ligue des Champions. En 5e place, le Bayern Munich. Ok, ils sont allés jusqu'en quart de finale, ce qui est honorable, mais en tant que tenant du titre, on attendait quand même mieux des Bavarois, un back-to-back. Mais bon, ils ont été éliminés quand même face à une solide équipe. En 4, le Zenit Saint-Pétersbourg, éliminé en phase de groupe, ils n'ont absolument rien montré. Ils ont fait un catastrophique 1 point, ont perdu tout leur match et ont produit un football lamentable. En 3, Manchester United, éliminé à la dernière journée en phase de groupe. C'est marrant de mettre des scores à Başakşehir et en match aller à Leipzig, mais t'assumes pas après, et donc tu te fais éliminer alors que tu t'échappes aux deux. En 2, le FC Barcelone, éliminé en huitième de finale par le PSG, donc qui a cassé sa bonne série de huitièmes de finale franchie. Et encore une fois, une humiliation sur l'échelle continentale. Et en 1, la Juventus, éliminé face à un adversaire entre guillemets plus faible que lui, et surtout éliminé par un chapeau 2, enfin par un deuxième de groupe. La Juventus a été catastrophique, non pas seulement en Ligue des Champions, mais tout simplement sur toute la saison. À part cette malheureuse Coupe d'Italie remportée, les Turinois ont terminé 4e du championnat. Maintenant, le top 5 pour moi des bonnes surprises de la saison. Peut-être pas des surprises, parce qu'il n'y a pas vraiment une surprise sur cette saison, je vais y revenir à la fin. Mais en tout cas, des équipes qui ont bien réussi leur Champions League, on ne s'attendait pas forcément à ce stade-là. Bon, j'ai quand même mis Krasnodar en 5e place, parce qu'ils ont fait une bonne phase de groupe, je trouve, même s'il y a eu des défaites, la défaite 4-0 face à Chelsea. Ils ont fait 5 points pour leur première participation, c'est pas mal du tout. En 4, pardon, j'ai mis Chelsea, les vainqueurs de la compétition. On les attendait sans doute pas vainqueurs. Moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'ils dépassent les huitièmes de finale. Donc, c'est une bonne surprise. Mönchengladbach en 3e place. Mönchengladbach, là aussi, je pensais qu'ils allaient se faire éliminer en phase de groupe. Finalement, ils ont été éliminés en 8e. Bon, ils ont pas fait grand chose face à Manchester City, mais surtout, je tiens à saluer leur superbe phase de groupe, et notamment le 10-0 en cumulé infligé au Shakhtar. En 2, le Borussia Dortmund, quart de finaliste solide. Le BVB a quand même rivalisé avec Manchester City et est donc sorti à tête haute dans une saison, on va dire, mitigée. Et en première place, je mettrais le FC Porto, parce qu'ils ont quand même éliminé la Juventus. C'est un gros coup. Ils ont géré la phase de groupe. Et en quart de finale, ils ont tenu tête à Chelsea en étant les seuls à réussir à battre les Blues. Donc, coup de chapeau aux Dragons. La double confrontation de la saison. En 2018-2019, c'était Tottenham-Manchester City. En 2019-2020, Atlético Madrid-Liverpool. Et pour moi, en 2020-2021, c'est PSG-Bayern de Munich. Enfin, plutôt Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Déjà, c'est un quart de finale. C'est le remake de la saison précédente, le remake de la finale, pardon, de la saison précédente. Et surtout, c'est un match aller complètement épique et spectaculaire, comme j'en ai parlé, et un match retour basé sur le suspense, avec l'ouverture du score bavaroise et la victoire du Bayern Munich. Mais surtout, c'est historique parce que c'est la première fois qu'un finaliste perdant élimine le tenant du titre. Donc c'était franchement un très 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 beau match, une très belle double confrontation, et sans hésiter déjà l'une des meilleures, on va dire, donc des 5 dernières années, mais sans aucun doute la meilleure de cette saison. Cependant, je reste très déçu de cette saison de Ligue des Champions. Enfin, très déçu. N'abusons pas, mais on va dire que pour moi, c'est la pire saison, la moins bonne saison de Ligue des Champions depuis 2014-2015, je pense. Ouais, ça vaut 2014-2015. Pourquoi? C'est une saison qui s'est basée, donc il n'y a pas eu de suspense. On va dire que c'était assez linéaire. Tous les favoris sont passés à peu près à chaque confrontation. On n'a pas eu d'énormes surprises, pas eu d'équipes comme l'Ajax, comme Monaco en 2017, comme le Deportivo La Corogne 2004. Enfin voilà, on n'a pas eu ça, on n'a pas vibré pour une équipe particulièrement. Voilà, un peu, on va dire entre guillemets pour Chelsea, parce qu'on s'attendait pas trop à ce qu'ils remportent le titre, mais c'est pas non plus une énorme surprise. En début de saison, on dit Chelsea gagne la Ligue des Champions, on fait ah ouais quand même, mais pas non plus un truc de ouf.
Alors déjà, il n'y a pas eu de public. Donc ça n'a pas aidé. C'est dû à la pandémie du Covid-19. On a eu la Ligue des Champions complète en match aller-retour et tout. On n'a pas eu de Final 8 ou quoi, mais on n'a pas eu de public, ce qui enlève déjà un petit peu un charme. Mais ce qu'on aime surtout en Ligue des Champions, ce sont les retournements de situation. Voilà, les matchs retour incroyables, les remontadas, les trucs comme ça. Et bah là, vous voulez la grosse stat, au cas où vous ne l'auriez peut-être pas remarqué. Mais toutes les équipes qui ont gagné le match aller ou acquis un avantage au match aller se sont imposées au retour. Enfin, se sont qualifiées. Vous pouvez vérifier, à partir du huitième de finale, toutes les équipes qui ont gagné l'aller ou qui ont pris un bon avantage comme un match nul à l'extérieur se sont qualifiées pour le tour suivant. Aucun retournement de situation, voilà, aucun truc épique, rien du tout. Cette Ligue des Champions était morne, terne, tristoun et linéaire. C'est pourquoi je conclus en disant que cette Ligue des Champions est dans le second tiers des Ligues des Champions depuis la saison 2003-2004, depuis l'instauration de la phase de groupe à 32 équipes, depuis le format actuel. En somme, et ben, si on devait faire un classement général de toute Ligue des Champions depuis 2004, elle serait dans le second tiers. Peut-être pas la pire, enfin peut-être pas la moins intéressante, mais en tout cas parmi les moins palpitantes et les moins entraînantes. J'attends beaucoup cependant de la saison 2021-2022. Donc je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo, de m'avoir suivi pendant près de 30 minutes en train de parler de football. Je ne sais pas si ce genre de format vous plaît, un petit peu en mode podcast où il n'y a pas grand-chose à voir, hein, c'est un montage basique, c'est juste pour m'écouter, donner mon avis, voilà, sur un truc dont on s'en fiche complètement, une saison de Ligue des Champions. Voilà, cependant, je voulais quand même vous dire qu'il y aura des vidéos qui arrivent très prochainement sur la chaîne et je parle pas de foot ou de Crossy Road. Une sur South Park, une sur koh et une sur les studios Ghibli. En espérant que ça vous plaise, c'est des formats assez différents. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez une agréable journée. Ciao, ciao.